Je me présente, je m'appelle Marion Martinez, je suis la fondatrice de Rupture Engagée. C'est une entreprise qui accompagne les citoyens et les entreprises dans la transition écologique. Donc les citoyens, je les accompagne via des formations pour les aider à aligner leurs convictions à leurs actions. Et les entreprises, je les accompagne via la RSE et via les démarches qu'elles peuvent mettre en place pour valoriser leurs engagements. Donc beaucoup de communication et de structuration de ce qu'elles font. Hervé, je te laisse aussi te présenter. Oui, bien sûr. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup d'être autant présent, en tout cas pour cette session. Donc, je m'appelle Hervé Dissot, je suis le dirigeant d'un cabinet de conseil qui s'appelle Elevato, qui est spécialisé dans la transformation des organisations, dans la stratégie organisationnelle, notamment des entreprises en mutation, qu'elles soient mutation technologique, mutation sociale. Et donc, j'ai le plaisir de travailler avec Marion sur, non pas sur l'expertise, parce que c'est Marion qui porte l'expertise RSE, hein, ça je ne remets absolument pas en cause cette partie-là, mais sur les mécaniques qui permettent de mettre en place dans l'entreprise toutes les actions, tous les projets que vous proposez sur la question RSE. Donc voilà. Merci Hervé. Écoutez, je vais partager mon écran. Alors j'imagine que vous le voyez, puisque ça, en général, ça fonctionne bien. Alors, c'est bon. Mettez-moi une objection si jamais vous ne voyez pas mon écran, mais normalement, C'est parfait. C'est parfait, très bien. C'est parfait. Écoutez, alors, Hervé et moi, aujourd'hui, on a comme objectif de vous montrer que la RSE, ça peut être un véritable levier pour votre entreprise pour accélérer la performance et le sens dans votre entreprise, dans votre activité. Et en fait, on va vous montrer comment est-ce qu'on peut allier nos deux domaines, donc le domaine d'Hervé, de mutation des entreprises, et le mien, la RSE, pour vous aider à avoir une démarche RSE structurée et cohérente avec vos objectifs et votre vision. Donc, je sais qu'Hervé a prévu un petit sondage. Est-ce que c'est possible de le lancer tout de suite pour qu'on puisse voir? Mais bien sûr, on peut tout faire, c'est ça qui est formidable. Allez. Alors, hop, est-ce que... Alors, sondage, lancer le sondage. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de répondre. Alors, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Est-ce que c'est parce que vous cherchez une stratégie pertinente pour utiliser la RSE, hein? Est-ce que c'est pour modifier ou améliorer vos actions et vos résultats? Voilà. Est-ce que c'est parce que vous voulez valoriser des actions et des engagements et vous ne savez pas le faire? Ça nous arrive tous. Est-ce que c'est parce que vous voulez découvrir la RSE et vous souhaitez commencer à travailler sur le sujet? Est-ce que vous souhaitez expliquer l'importance de la RSE et voir comment vous pouvez le mettre? Ou c'est parce que Marion et moi, vous nous adorez et vous voulez encore nous entendre parler de ce sujet? Voilà, vous... Il y a presque la moitié qui a répondu. N'hésitez pas à continuer. Voilà. Bon, ça peut être pour toutes ces raisons. Hein. C'est des choix multiples. Bien sûr, vous avez toute la possibilité de répondre à plusieurs. Et surtout à la dernière, hein, Marion. Hein, mais... On verra. Il y a encore 8 d'entre vous qui n'ont pas participé. Peut-être que c'est parce que vous ne savez pas trop. On voit que ce qui ressort le plus, c'est l'avant-dernière, à savoir que vous ne savez pas comment expliquer l'importance de la RSE et comment mieux utiliser ce levier. Ouais, c'est vrai que c'est une problématique qui revient assez souvent. On sait que c'est important, on sait qu'il faut en faire et que ça a une valeur ajoutée, mais comment convaincre en interne, comment changer sa stratégie, c'est pas des questions faciles. Voilà, le deuxième qui ressort, c'est « Je viens pour valoriser mes actions et engagements ». Finalement, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit, c'est-à-dire que c'est pas facile de valoriser ses engagements et ses actions. Excusez-moi, je fais juste un petit réglage sur mon téléphone pour éviter d'être dérangée via les notifications. Hop. Voilà. Très bien, écoutez, on met fin au sondage et on poursuit.
Donc effectivement, comme vous l'aurez compris, on vous a posé ces questions puisque c'est comme ça que va être orientée la présentation. On part du principe que cette présentation va vous intéresser. Si vous avez conscience que les entreprises elles ont un rôle important à jouer dans la transition que l'on connaît aujourd'hui, dans les problématiques actuelles, mais que vous ne savez pas trop comment est-ce que l'entreprise peut agir comme levier. Ça vous intéressera également si vous aimeriez comprendre comment est-ce que la RSE peut être utilisée grâce à des méthodes, grâce à une stratégie structurée, etc., pour obtenir des résultats concrets et mesurables. Ça vous intéressera aussi si vous faites des choses, si la RSE fait déjà partie de vos valeurs, si c'est une stratégie que vous avez déjà mise en place mais que vous ne savez pas comment valoriser vos engagements en interne et en externe. Et aussi si vous recherchez une méthode fiable, structurée et qui fonctionne surtout, qui vous permet d'avoir des résultats et de progresser sur ces sujets. Alors, moi, ce que j'ai constaté grâce à mes années d'expérience en RSE, c'est qu'on peut faire un triple constat. Déjà, on voit dans un premier temps que la RSE, c'est un sujet qui monte en puissance. Voilà, l'intérêt pour le développement durable, il est en constant progrès, que ce soit sur les sujets environnementaux, sociaux, sociétaux, économiques ou de gouvernance, ce qui compose notre société. Ce sont des problématiques dont on parle de plus en plus et dont on continuera encore à parler de plus en plus, puisque ça fait vraiment partie des préoccupations de société actuelles. On a aussi des montées en puissance des exigences RSE. C'est-à-dire que maintenant, il y a des réglementations, il y a des lois, des cadres réglementaires qui obligent, ou en tout cas incitent fortement les entreprises à mettre en place des mesures de RSE, de la notation extra-financière. Pour les entreprises cotées, c'est déjà obligatoire. Pour les entreprises du secteur de la banque et assurance, c'est le cas aussi. Ce n'est pas le cas encore pour les TPE-PME, mais on peut aussi prendre de l'avance sur les réglementations à venir. On voit aussi que les donneurs d'ordre, que ce soit dans le public ou dans le privé, ils sont de plus en plus regardants aussi sur la stratégie RSE. Une banque, par exemple, elle aura moins de mal à prêter à une entreprise qui est engagée et qui identifie ses risques en amont, met en place des choses pour les freiner, etc. On voit aussi, ça c'est très important, que les consommateurs sont de plus en plus attentifs à ces questions. On regarde les étiquettes maintenant, on peut les scanner, on peut regarder dans quelles conditions ça a été fait. On ne veut plus acheter un t-shirt qui a été fait par des enfants, on ne veut plus acheter des produits de beauté qui ont été testés par les animaux. Enfin, c'est des exemples un peu clichés, mais vraiment les consommateurs ils sont de plus en plus attentifs à ça. Et aussi vos collaborateurs, c'est-à-dire que le travail, oui, mais pas à tout prix. C'est-à-dire que travailler dans une entreprise qui renie nos valeurs, ce qui est important pour nous, on est de moins en moins prêt à le faire et c'est important de pouvoir embaucher des personnes qui sont alignées avec nos valeurs. Et enfin, une prise en compte généralisée par les entreprises et les organisations. C'est vrai qu'on voit que les entreprises, elles s'organisent pour tout ça, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui ont un service dédié au développement durable et la RSE. On ne peut pas faire ça forcément quand on est une petite boîte, mais on verra qu'il y a d'autres manières de mettre en place des démarches. Les budgets RSE augmentent, les équipes RSE augmentent, et au final, on voit que c'est un sujet qui prend place et que finalement, la RSE, ce n'est plus quelque chose que l'on vient superposer par-dessus un dossier ou sur un projet, mais quelque chose qu'on intègre au sein de ces projets. On se dit plus, tiens, maintenant que j'ai terminé, comment est-ce que je peux faire un peu de RSE là-dedans? On se dit, comment est-ce que, dès le départ de la réflexion, je peux convertir mon projet en quelque chose de RSE friendly, si je peux dire. Donc, vous avez peut-être déjà vu ces graphiques, ces images dans le passé. Le premier, ça concerne les objectifs de développement durable. Donc ça a été développé par les Nations Unies en 2015. C'est un programme qui s'étale sur 15 ans. Et moi, je dis souvent que c'est le quoi. On a beaucoup d'entreprises qui basent leur démarche RSE sur les ODD, Objectifs de développement durable, en disant, voilà, nous, on s'engage par rapport aux ODD, on ne veut pas de pauvreté, on ne veut pas de faim dans le monde, on veut l'égalité entre les sexes, on veut réduire les inégalités, on veut tout ça. Et c'est un bon point de départ, effectivement, on peut se baser sur les ODD pour commencer à structurer sa démarche RSE. Moi, ce que je préconise plutôt, c'est de baser sa démarche RSE sur la norme ISO 26000. Donc, je dis souvent que les ODD, c'est le quoi, et l'ISO 26000, c'est le comment. L'ISO 26000, c'est une norme
qui est non certifiable. Vous ne pourrez pas vous faire certifier ISO 26000. C'est simplement une norme qui va vous donner des lignes directrices, qui va vous donner la direction en fait à suivre pour pouvoir développer une démarche RSE complète et concrète dans votre entreprise. Donc, la norme ISO 26000, elle est composée de 7 questions centrales. Ce sont à dire les grands thèmes. Donc, vous voyez, on a les droits de l'homme, les relations et conditions de travail, l'environnement, etc. Et dans chacune de ces questions centrales, il y a des sous-thèmes qu'on appelle des principes d'action. Et voilà, chaque principe d'action va correspondre à des choses que vous pourrez mettre en place en entreprise. Voilà, on dit en fait que la norme ISO 26000, c'est le cadre de référence pour mettre tout le monde d'accord sur la définition de la RSE en entreprise. Et la RSE, on aurait peut-être dû commencer par là. Grosso modo, c'est l'application des principes du développement durable en entreprise et comment est-ce que vous faites pour que vos projets soient cohérents avec vos parties prenantes et les problématiques actuelles. Donc souvent, on me dit, oui, mais moi, les normes ISO 26000, etc. Non, moi j'ai déjà fait la norme ISO 14001, c'était une usine à gaz, c'était pénible à mettre en place, je ne veux plus recommencer. Là, il faut bien comprendre que ce n'est pas pareil parce que la norme ISO 26000 n'est pas certifiable. Ça vous donne simplement le cadre directif. Donc, oubliez vos a priori sur les normes ISO. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus impactant. Hop, je continue. Les parties prenantes. Les parties prenantes, c'est quelque chose qui est très, très important en RSE. On ne peut pas parler d'action pour les conditions de travail sans mettre les collaborateurs dans la boucle. On ne peut pas parler d'un management éco-responsable sans mettre le management dans la boucle. Et en fait, la RSE, moi je dis souvent que c'est l'huile dans le moteur qui optimise les relations avec toutes vos parties prenantes. Donc on a des parties prenantes internes, vous les connaissez, ce sont vos salariés, ce sont les syndicats. On a aussi des parties prenantes externes, donc là on va avoir vos fournisseurs, on va avoir les ONG, les actionnaires, vos clients, la collectivité, vos partenaires, on va voir tout ça. Et ces parties prenantes-là, c'est important de les identifier. Prenez votre entreprise et faites ce travail de structuration. Donc moi, je vous partage ma méthode. C'est une méthode en 4 étapes qui va vous permettre d'intégrer vos parties prenantes dans votre stratégie RSE. Donc en fait, ce que je vous propose, c'est que vous construisiez ce petit tableau pour votre entreprise. Vous ayez une colonne définir, donc là vous dites quelle est ma partie prenante, tiens, ce sont mes clients. Vous les hiérarchisez, est-ce que c'est une partie prenante importante pour vous de 1 à 5? Vous déterminez l'impact que vous avez, est-ce que vous avez un impact très important sur cette partie prenante ou non? Et ensuite vous pourrez voir, en fonction de sa hiérarchisation et de son niveau d'impact, vous pourrez les classer. Vous pourrez les classer et vous pourrez mettre en place un plan d'action derrière pour que vos relations soient optimisées et fonctionnent bien dans une démarche RSE. Voilà Hervé, je te laisse la parole. Oui, alors vous allez voir, c'est vraiment un duo et il y a toujours 2 choses. Ça va être très opérationnel. Marion va vous apporter beaucoup d'opérationnalité. Puis je vais vous donner aussi un peu de recul pour vous montrer, en tout cas, les questionnements qu'il faut avoir. Alors, on va commencer par une évolution sur plusieurs fluctuations des entreprises. Il y en a 9 au total. Je ne vais pas rentrer dans les détails. J'en sors juste 3 et je vous rappelle des choses importantes de l'entreprise. La première, c'est qu'une entreprise, on s'en souvient parfois, mais pas toujours, c'est là pour faire de l'argent. Voilà, c'est là pour créer de la valeur monétaire et normalement, si elle fonctionne bien, la valeur qu'elle crée est plus importante que la valeur qu'elle redonne. Et donc, c'est comme ça qu'elle travaille d'habitude sur sa valeur monétaire. Et il y a 3 fluctuations qui sont principales. Et en fait, une entreprise tourne entre ces fluctuations, donc il y en a 9 au total. Et la première, c'est la prise en compte des règles et des lois. D'accord ? Donc, elle se crée dans un cadre de jeu. On en a parlé précédemment avec Marion. Des règles qui peuvent être établies, mais aussi des règles de vie. Voilà. On a parlé d'ISO 26000, mais il y en a d'autres. Et le but, en fait, de l'entreprise, c'est déjà de se positionner par rapport à un cadre des règles et des lois. Donc, parfois, l'entreprise, elle fluctue dans
cette dynamique-là. Et qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle a des droits, elle se permet de faire des choses, notamment du prélèvement sur l'environnement. Voilà. Ou son action par rapport à un territoire, ou sa capacité de faire autre chose. D'accord? Ça, c'est la première fluctuation. C'est une fluctuation très reptilienne hein, dans la manière de faire. La deuxième fluctuation que pour moi je trouve importante à vous montrer aujourd'hui, c'est le développement de la valeur. Son but, c'est de grossir. D'accord? C'est de créer de la valeur. Mais quel type de valeur? En premier lieu, de la valeur monétaire. Hein. Elle est là pour faire de l'argent. Je le répète parce que c'est important. Et donc, elle va essayer de récupérer des richesses. Voilà. Donc ça, c'est sa deuxième fluctuation. Et puis, il y a une troisième fluctuation que je voudrais montrer. Donc là, elles sont crescendo. Elle va améliorer l'impact qu'elle a sur le système. Voilà. Et elle va s'intégrer à l'écosystème. Alors, si je vous montre ça au départ, si je vous en montre 3 parmi 9, c'est que nos entreprises, elles passent d'un niveau à l'autre à longueur de temps. Elles ne sont pas ni dans la prise en compte seulement des règles, ni dans l'amélioration des impacts, mais en fait, d'une fois sur l'autre, elles interagissent avec leur environnement et essayent de répondre à ce genre de dynamique. Ce qu'il faut donc voir, c'est que quand vous créez une action RSE, posez-vous la question sur quelle fluctuation vous êtes de l'entreprise. Si vous êtes à un moment où l'entreprise elle est plutôt sur des positionnements de règles et de lois, forcément, la réponse que vous devez donner des actions RSE, c'est d'être en conformité. Si vous êtes dans une dynamique à un moment précis qui est les impacts, l'intégration dans l'écosystème, vos actions, vous allez devoir les montrer de la manière à ce qu'elles rentrent dans cette fluctuation-là. C'est important d'avoir ça en tête parce que très souvent, on oublie que les entreprises évoluent à longueur de temps. Et donc, ça explique aussi pourquoi parfois vos actions que vous menez sont en décorrélation avec le moment de l'entreprise. Voilà. Donc ça, c'est le premier point que je voulais vous montrer. Le deuxième point, qui est la slide suivante, c'est le risque, un risque hyper important dans nos sociétés modernes. On a parlé des acteurs, des partenaires qui étaient présents, et il y a une nouvelle épée de Damoclès qui s'appelle le risque informationnel. Alors le risque informationnel, c'est quoi? C'est le risque qu'une donnée, qu'une information vous concernant, qu'elle soit vraie ou fausse, soit utilisée contre votre entreprise. En clair, si je veux faire tomber une entreprise, il m'est plus facile de dire quelque chose sur elle, que ce soit vrai ou faux, que d'aller lui chercher des parts de marché. Ça paraît bizarre, mais notre monde dans lequel nous vivons travaille autour de ça. Et pourquoi j'en parle? Parce que la RSE vous permet de diminuer le risque informationnel, que ça soit le risque de données, d'informations qui s'avèrent vraies ou pas. Et les impacts de ce risque informationnel, c'est des pertes financières, c'est des pertes technologiques, c'est des pertes commerciales. Et donc, vous voyez l'importance que nous avons à aller vers ces projets de RSE, ces actions de RSE, pour également permettre d'avoir des boucliers, et dans ce cas-là, la RSE est utilisée comme bouclier contre des attaques souvent mauvaises de la part de concurrents. Donc vous voyez, là je vous donne juste 2 exemples pour l'instant, mais Marion, d'ici quelques instants, va vous donner d'autres exemples, pourquoi en tout cas il faut aller sur de la RSE. C'est une parfaite transition, Hervé, sur la slide d'après qui concerne les avantages d'une démarche RSE. Donc, il y en a beaucoup, j'ai essayé de les synthétiser, j'ai essayé de les regrouper en 8 catégories dont je vais vous parler maintenant. Premier avantage, anticiper les contraintes et prévoir les risques. Un risque, quand il est identifié, il est par définition moins risqué puisqu'on est capable de l'anticiper et de mettre en place des actions de correction ou des mesures préventives pour le limiter. Voilà, donc tous vos risques sociaux et environnementaux peuvent être réduits grâce à une démarche RSE. Réduire les coûts liés à l'activité de l'entreprise. Naturellement, la RSE, on est dans des démarches écologiques, environnementales, donc tous vos coûts liés aux dépenses d'énergie, d'eau, d'électricité, de papier, de consommation numérique,
ça va être réduit grâce à votre démarche RSE et cette réduction, elle aura un vrai impact sur la facture. C'est des réductions, ce sont des économies d'argent dont on parle également. Améliorer la qualité de vos services et votre valeur ajoutée. Là, l'idée, en fait, on va dire que c'est de co-construire des nouvelles solutions avec vos parties prenantes pour répondre avec elles à de nouveaux besoins. Et ça va vraiment créer de la valeur ajoutée pour votre activité et la relation que vous avez avec votre environnement interne ou externe. Quatrième avantage, améliorer la réputation de votre entreprise. Ça reprend beaucoup ce que Hervé vient de dire sur le risque informationnel, c'est-à-dire que l'image de votre entreprise, l'image de marque, c'est quelque chose qu'on regarde. On sait maintenant que quand un client vient acheter chez vous, il a déjà acheté avant dans sa tête parce qu'il s'est renseigné sur vos réseaux sociaux, il s'est renseigné sur Internet, sur qui vous étiez, sur ce que vous faisiez. Et s'il y a eu des scandales qui ont éclaté, voilà, il y a bonne chance qu'ils ne souhaitent pas travailler avec vous. On a vu le cas, vous savez, vous vous rappelez peut-être avec le Rana Plaza au Bangladesh, une entreprise qui s'est effondrée avec des marques comme Camailleux, Mango, Zara qui faisaient produire leurs vêtements là-bas. Et ben, ces marques ont dit on n'était pas au courant de comment ça se passait, on n'est pas responsable. Il n'empêche que ça a eu un impact sur la réputation de ces marques et sur leur chiffre d'affaires. Cinquième bonne raison, attirer, garder les talents. Je pense qu'on est vraiment de plus en plus nombreux à regarder chez qui on va travailler, non seulement pour le travail que l'on va faire, mais sur aussi l'entreprise, comment elle fonctionne. C'est important, les collaborateurs veulent être engagés et veulent que leurs valeurs, le sens qu'ils mettent dans leur vie, se répercute aussi dans leur travail. Et si vous avez une démarche RSE qui correspond à qui vous êtes, vous avez encore plus de chances d'embaucher des personnes qui répondront à ces valeurs-là et qui surtout resteront avec vous et qui ne partiront pas vers d'autres sociétés qui sont plus engagées que ce que vous pourriez faire. Sixième avantage, fédérer les collaborateurs autour d'un projet commun. Donc là, l'idée, c'est très important dans une démarche RSE, c'est d'impliquer vos collaborateurs dans les discussions, dans la mise en place du projet. La RSE, ça peut vraiment être un véritable facteur de cohésion puisque ça fédère les personnes autour de sujets qui sont essentiels et qui sont importants dans nos sociétés. Et c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider comme moteur, qui peut être un vrai moteur avec vos collaborateurs pour augmenter leur motivation, leur performance et productivité. Important, développer des relations durables avec vos parties prenantes. Je le répète, les parties prenantes, c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans votre démarche RSE. Ne la faites pas tout seul dans votre coin, dans votre bureau de dirigeant. Ne faites pas, tiens, voilà ma stratégie RSE sans avoir sollicité vos parties prenantes. Impliquez-les et vous verrez que vos relations avec elles seront améliorées, seront solidifiées et que de nouveaux projets de business pourront même naître de cet engagement. Et enfin, ça c'est pas un secret, une démarche RSE, ça améliore la performance de votre entreprise. C'est un réel élément de compétitivité qui va vous différencier, qui va vous permettre d'être présent sur des sujets qui sont forts et qui vont vous permettre d'augmenter la performance de vos équipes et de votre entreprise. On aura un peu de temps pour les questions-réponses à la fin, donc n'hésitez pas à les noter pour qu'on puisse y répondre après. Alors, Marion disait à l'instant, fédérer les collaborateurs. Voilà. Fédérer les partenaires, mais fédérer les collaborateurs parce que dans le monde dans lequel nous vivons, la motivation, c'est une denrée rare. Il faut savoir que plus de 96% des salariés sont dans des phases de démotivation en France. Donc, il faut avoir quand même en tête ça. Et moi, j'utilise au cabinet une méthode qui s'appelle The 10U Framework, qui est en fait une méthode qui nous permet d'amener des organisations vers des organisations plus motivées, plus épanouies et plus performantes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a une dizaine de leviers, il y a plusieurs modalités pour développer ces leviers. Je voulais juste vous montrer quelque chose à l'intérieur de ce canevas. La RSE nous permet déjà d'avoir des leviers qui nous permettent donc de créer de la valeur, de la performance, des réussites, etc. sur plusieurs de mes leviers que nous utilisons. L'impact, la valeur,
le positionnement, l'action qui est menée, les richesses qui sont créées. Et ce qui est pour moi important, c'est que ça permet aussi un autre levier qui est la dynamique. C'est-à-dire que grâce au projet RSE, vous amenez vos collaborateurs et vos partenaires à aller plus loin, à avoir quelque chose de très opérationnel et donc d'avoir des investissements de leur part. Et on verra dans la slide qui suit que l'investissement, elle passe dans plusieurs choses, notamment lorsqu'on est dans des projets. Pourquoi? Parce que quand on n'a pas de motivation, quel impact ça peut avoir sur une équipe projet? Alors, je vous donne un exemple. Pour pouvoir avoir une équipe projet, il faut quoi? Il faut des objectifs explicites et communs. C'est ce que vous propose aujourd'hui Marion, de réfléchir à des objectifs explicites et communs. Et si on n'a pas de motivation, si on a une perte de sens, perte de valeur, qu'est-ce qui se passe? On a une perte de repères et on a des difficultés de mettre en mouvement. Et vous le voyez, lorsque vous essayez de mettre en place des actions RSE, s'il n'y a pas des objectifs explicites, clairs, vous perdez cette mise en mouvement. Le premier point. Le second point, c'est l'engagement envers la poursuite de cet objectif de la part de nos salariés. Qu'est-ce qu'on a si on n'a pas de motivation? Une perte de temps, la crispation, la division. Pourquoi on ferait de la RSE? Ça sert vraiment à rien. Je ne vais pas faire de l'écologie. On était très bien comme on était avant. Il faut mieux écraser nos concurrents. Pourquoi on s'occuperait de nos partenaires? Blablabla, blablabla. Ok. Ça permet aussi, quand on est dans une équipe projet, de développer des compétences. Si on n'a pas de motivation, qu'est-ce qui se passe? On a une mauvaise utilisation de l'expertise, un gaspillage et un oubli de ce qu'on sait faire. Les actions de RSE, qu'est-ce qu'elles vous permettent? Elles vous permettent d'utiliser les expertises, de permettre à chacun d'utiliser au mieux leur savoir-faire, de ne pas les oublier. Et ça permet à moyen terme à l'entreprise de garder des savoir-faire, des compétences qu'elle ne voulait probablement pas utiliser en premier lieu, pour pouvoir par la suite l'utiliser dans de nouveaux produits, nouveaux services, etc. Donc on voit bien l'intérêt que ça peut avoir. Également l'environnement au sein duquel chacun participe et reçoit, ça a une importance pour l'équipe projet. Même chose, des motivations et des engagements, je ne reviendrai pas sur ce point-là. Cadre favorable. Qu'est-ce que ça nous apporte, la motivation? La démotivation, le manque de sens, le cloisonnement, le sillotage, la superposition de territoires, vous le voyez bien dans votre entreprise. Parfois, ça manque d'interrelation, ça manque de fluidité. La RSE nous permet de décloisonner, de désiloter et d'enlever ces superpositions de territoires. Et puis enfin, ça permet une cohérence entre les objectifs du projet et ceux de l'entreprise. En quoi la RSE permet, même dans une équipe projet, d'aller plus loin? C'est les résultats, les impacts qui sont souvent en inadéquation avec les enjeux de l'entreprise. Ce que j'appelle cloner le panda roux. En clair, c'est de faire quelque chose qui n'a strictement aucun intérêt avec le développement de l'entreprise. Merci. Et on répondra par la suite aux questions. Voilà. Là, on l'a vu au niveau de l'organisation d'une équipe, mais si je regarde au niveau de l'individu, parce qu'il faut motiver les équipes, c'est pas tout à fait la même chose que de motiver des individus. Là, j'utilise quelque chose qui s'appelle un ikigai. Bon, bref, qu'est-ce que c'est? C'est que pour pouvoir vous faire avancer tous les jours, votre raison d'être, il faut premièrement que ce soit des choses que vous aimez, qui vous fassent vibrer, qui vous fassent sentir, que vous soyez amoureux de l'action que vous allez mener, de cette tâche. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que vous soyez payé dans le cadre professionnel, c'est-à-dire que vous ayez une reconnaissance, une contractualisation, un salaire. Voilà. Et deux autres points, que vous soyez doué, dont savoir-faire, expertise, et enfin, ce dont le monde a besoin. Le besoin du monde, l'attente, les alertes, etc. Et ces 4 points, en fait, vous permettent, si on les utilise lors de leviers, de vous permettre de motiver les troupes. Et bien, forcément, si je regarde ces 4 moteurs au niveau de la RSE, la RSE, elle nous permet de nous questionner sur quoi? Ce dont le monde a besoin. Alors, je vais donner quelques exemples, mais on a des milliers par rapport à ce que vous voulez comprendre du monde. La liberté, la compassion, le positif, l'écologie, l'équilibre, le soutien, le partenariat. Bref, le territoire, 3 petits points. Et vous voyez que
Ça répond à un des 4 moteurs qui permet à chaque individu de pouvoir se positionner, de pouvoir être motivé, de comprendre pourquoi il avance et pourquoi il se lève tous les matins. Et donc, ça lui permet d'avoir des opportunités de servir, des opportunités de s'améliorer, des opportunités de se dépasser et des opportunités de grandir. Donc, vous voyez l'intérêt, et c'est pourquoi on voulait vous proposer ce matin ce webinaire avec Marion, c'est que la RSE, c'est un sacré levier de performance et de motivation des troupes. Et donc, la RSE, pour augmenter le fonctionnement de l'équipe, ça permet de réviser ses valeurs, les sens qu'on donne aux choses, les apports qu'on fait, les apports internes et les apports externes, les résultats qu'on propose à nos clients, qu'on propose à nos partenaires, qu'on propose au territoire, qu'on propose aux populations, et puis également les impacts qu'on a. Donc vous voyez, par rapport à ce qu'on s'est dit, la capacité qu'on a de rebondir grâce à ça, et grâce à ces questionnements, à ces actions. Et donc, moi, ça m'aide dans le travail que je fais en tant que consultant en transformation des organisations, que vous mettiez en place ce genre de réflexion RSE, de action RSE, parce que ça permet de démultiplier vos richesses et votre capacité d'évoluer, de développer. Ah oui, ça, Hervé, c'était intéressant. Peut-être que tu peux en parler, du coup? Alors, rapidement, pas besoin d'aller au Cap d'Agde, puisque BPI France met la RSE à nu. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est l'avis des dirigeants français par rapport à l'impact RSE, dirigeants PME. On leur a posé des questions, ils nous ont donné plusieurs réponses. La santé économique de l'entreprise, le bien-être des salariés, la création d'emplois, l'implication dans la communauté locale et la protection de l'environnement. Waouh, génial. Je voudrais juste dire quelque chose. Et c'est un des biais sur lequel vous devez faire très attention, avec vos décideurs notamment, c'est la partie verte et la partie bleue. Verte, c'est tout à fait d'accord. Et puis, bleu, c'est juste d'accord. Et orange, c'est autre réponse. Naturellement, si vous allez voir un décideur, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire, oui, évidemment, je veux améliorer le bien-être de mes salariés. Évidemment, je veux créer de l'emploi. Évidemment, je veux m'impliquer. Mais pour passer de la politesse de réponse, qui est le cas dans ce graphique-là, où vous avez on se croirait dans un pays de l'ancienne URSS, où il y a quand même 99% des gens qui pensent la même chose, grosso modo, il va falloir aller plus loin. Ça veut dire que votre RSE, c'est pas juste de convaincre un décideur. Ça veut dire de l'impliquer. Parce qu'il faut faire passer les gens qui sont bleus, j'ai répondu de façon polie à la question, à les faire passer en vert. Et c'est tout le travail que vous devez mener. Et puis, suite à cela, est-ce qu'on est seul dans cette galère? BPI France continue, il nous dit, grosso modo, sur toutes les PME qu'on a interrogées, il y en a seulement 50% qui ont des démarches RSE. Donc, on pourrait se dire, waouh! Alors, les gens qui sont là, je vois quelques mots qui font, ah, on est peut-être en retard, etc. Mais sur 50%, les dirigeants ont dit 26% ont un plan structuré, donc moins d'un quart, et 24% peu formalisé. En clair, ça veut dire, on pense ça à la machine à café, et parfois, lors des réunions, on se dit, tiens, ça serait bien de le faire. Mais si on regarde la totalité des réponses, donc 100% des gens, qu'ils fassent de la démarche ou pas, il y en a 7% qui se trouvent en avance sur la question RSE. Il y en a 50% qui se disent « ouais, c'est pas mal ». Et il y en a 43% qui se disent vraiment en retard. Donc, vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes au moins dans le bon tempo et vous voulez plutôt formaliser et plutôt structurer votre plan. Voilà. C'est vrai que c'est important de rappeler ces chiffres puisque on voit qu'on peut toujours progresser et que même quand on est engagé, on fait partie des rares qui le sont et qu'on peut quand même progresser. Donc on a parlé, on s'est dit tiens, mon patron, c'est quoi en fait? Parce que ça a un impact, on a vu, il y avait un impact de motiver les salariés, il y a un impact de motiver les organisations, et puis il faut aussi motiver votre patron, votre décideur. Donc je vais vous donner 4 cas possibles. Tout d'abord, le convaincu, le déterminé. Alors c'est celui
Et vous allez essayer de lire votre décideur, votre patron. C'est plutôt quelqu'un qui pense la démarche RSE comme une opportunité d'affaires. Ça peut rapporter de l'argent. Ça peut rapporter du chiffre d'affaires. C'est générateur de valeur et ces actions sont plutôt structurées. C'est des actions centrées, mais avec un levier. Ça, c'est le premier point. Le second type de décideurs et de patrons, c'est les sociaux engagés. C'est ceux qui se disent, bah, la RSE, ça permet de fédérer les femmes et les hommes de l'entreprise et de renforcer l'engagement, un peu ce que je vous ai dit précédemment. Et ils utilisent plutôt ces actions de RSE comme pour influencer de façon subtile les actions et la motivation et la fierté de l'organisation. Puis aussi les dubitatifs et mais qui se restent favorables. Donc c'est plutôt des entreprises et des dirigeants qui sont moyennement engagés. Ils le font, ouais, mais c'est plutôt parce qu'il faut faire plaisir à son client, parce que voilà, faut pas se mettre à dos les salariés. Puis enfin, il y a les défiants et les récalcitrants. Plutôt des petites entreprises qui pensent que c'est vraiment une contrainte. Voilà. Et si on regarde ça, il y a des convaincus, c'est plutôt des entreprises du secteur du transport, bizarrement, qui ont plus de 50 salariés en moyenne. Voilà. Les sociaux engagés, c'est plutôt des entreprises de services, bizarrement et pas. C'est simplement parce que la relation humaine est excessivement importante pour la réussite des projets. Et puis, au niveau dubitatif et favorable, vous avez plutôt l'industrie qui est surreprésentée, très souvent, hein, qui est très terre à terre. Et puis, défiant et récalcitrant, ben, on est plutôt face à des TPE et donc d'entreprises souvent de moins de 20 salariés. Est-ce qu'on a le temps de faire un petit sondage, Marion? Rapide. Alors, rapide. On regarde les questions, on accélère un peu. Mais c'est bien les sondages. Oui. Allez. Et votre patron, il est quoi? Il est plutôt un convaincu déterminé, c'est-à-dire quelqu'un qui pourrait penser la RSE comme un levier pour faire de la performance, un socio-engagé, pour gérer la démotivation. Est-ce qu'il est plutôt dubitatif mais favorable ou défiant et récalcitrant? Bon, déjà, on n'a pas de défiant et récalcitrant, c'est... Oh, c'est les plus marrants quand même pour nous. Parce qu'il faut venir avec vous au feu pour réussir à faire changer. Alors, c'est important d'avoir ça en tête pendant que vous répondez. C'est simplement que quand on présente à des décideurs, à des équipes, des actions et on les fait participer, parce qu'il faut faire aussi participer ses patrons, ses décideurs, ses financeurs, il faut bien avoir en tête vers quoi, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête. D'accord? Si c'est plutôt des convaincus, des déterminés, on va peut-être pas dire la même chose. On va peut-être pas utiliser le même levier que quand on est plutôt socio-engagé ou dubitatif. D'accord? Oui. Donc c'était ça le point important que je voulais vous proposer. Très bien. C'est vrai qu'en fonction de chaque type de décideur que l'on a en face, c'est important d'avoir le discours adapté puisqu'on ne s'adresse pas de la même personne à quelqu'un qui y croit du fond du cœur qu'à quelqu'un qui le fait pour des raisons économiques. Merci pour votre participation. Alors, on continue. Hop. Ah oui, donc là, ce que je voulais vous partager, c'est que maintenant qu'on a, je l'espère, réussi à vous convaincre que c'était essentiel de mettre en place une démarche RSE, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous partager ce qui fonctionne, puisque pour avoir travaillé avec plusieurs entreprises, maintenant, je peux faire ressortir les tendances de ce qui fonctionne et de ce qui va vous faciliter la vie dans le cadre de la structuration de démarche RSE. Donc déjà, suivre une méthode. Voilà, c'est bien de vouloir faire les choses. On sait qu'on manque de temps, que le temps c'est de l'argent. Et suivons la méthode qui fonctionne directement. On ne va pas partir dans tous les sens. Nous, ce que j'ai identifié comme méthode efficace, c'est dans un premier temps d'évaluer ce que vous faites déjà, de faire une auto-évaluation, de faire un point sur tout ce que vous faites en RSE en prenant les thèmes de l'ISO 26000. Ensuite, de structurer. Donc là, voilà, vous prenez tout ce que vous faites, vous les mettez dans les cases, c'est structuré. Et enfin, développer, continuer à progresser, mettre en place un plan d'action, suivre des cadres de référence. Voilà, il y a des super référentiels comme l'ISO 26000 qui existent. Suivez-les, pas besoin de réinventer d'autres référentiels, d'autres cadres. Utilisez ce qui fonctionne.
Valorisez vos engagements, c'est important. Ça ne sert à rien de faire des choses si vous les faites tout seul dans votre coin. Parlez-en, communiquez. Il n'y a pas de honte à communiquer. C'est pas grave, c'est pas méchant de mettre en valeur ce que vous faites. Au contraire, il faut le faire. Et surtout, incluez vos parties prenantes dans les discussions. J'espère vous avoir convaincu que c'était important, mais voilà, c'est vraiment quelque chose de clé dans une démarche RSE. Deuxième astuce, c'est travailler en équipe. C'est génial si votre patron y croit, mais s'il n'implique pas les salariés dans la démarche, ça ne va pas fonctionner. De la même manière, peut-être que tous les collaborateurs sont super engagés et voudraient que ça fonctionne, mais si le dirigeant ne vous donne pas les moyens pour que ça réussisse, ça ne réussira pas. Travailler en équipe, hop, on décloisonne la hiérarchie, on essaye juste de mettre tout le monde autour de la table et de faire travailler tous les cerveaux au même moment. Moi, ce que je préconise souvent, c'est de faire des groupes de travail par question centrale. Vous vous rappelez, les questions centrales, ce sont les 7 thèmes de l'ISO 26000. Pourquoi pas créer des groupes de travail bénévoles, un groupe de travail pour l'environnement, un groupe de travail pour les relations et conditions de travail, etc. Travailler en intelligence collective. Allez, mettez un paperboard, des post-it, brainstormez et c'est là où ressortent les bonnes idées. Aussi, ce qui peut être utile, c'est de faire intervenir un consultant ou un animateur externe qui ne porte pas de jugement sur qui est qui dans la société, qui s'en fiche de qui est le patron de machin et qui va être là pour fédérer et pour encourager à faire ressortir les bonnes idées. Troisième astuce que je vous donne, bon, c'est peut-être l'astuce qui me tient plus à cœur, c'est de le faire pour les bonnes raisons. Faites-le avec votre cœur. La RSE, c'est quelque chose qui doit transpirer de vos valeurs, qui doit transpirer de ce en quoi vous croyez. C'est important de le faire pour des raisons économiques parce que, comme Hervé l'a dit, l'objectif d'une société, c'est de gagner de l'argent. C'est pas une honte non plus de vouloir gagner de l'argent. Mais si en plus de ça, vous pouvez faire de la RSE pour des raisons économiques et pour des raisons, on va dire, intrinsèques et vraiment plus humanistes, c'est ça la bonne raison. Croyez en ce que vous faites, c'est-à-dire que ce n'est pas du temps perdu. Et dès que l'on essaie de faire de son mieux, on a des résultats. Le travail, il paye toujours. Et si jamais vous avez des difficultés, faites-vous aider par d'autres sociétés qui sont plus avancées que vous. Faites-vous aider par un consultant, faites-vous aider par un animateur. Inspirez-vous de ce que font les autres. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont engagées et qui partagent ce qu'elles font. Ça peut être autant de beaux exemples et de projets que vous pouvez mettre en place pour votre entreprise à vous. Et enfin, ce que je voulais vous partager aussi, c'est des réflexions qui sont vraiment issues de mon expérience. Donc, ça a fonctionné pour d'autres entreprises. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pour la vôtre. Vous n'êtes pas trop petit pour faire de la RSE. La RSE, ce n'est pas que pour les grands groupes qui ont la chance d'avoir une division RSE. C'est pour tout le monde et on peut faire de la RSE même si on est 5, même si on est 15. L'essentiel, c'est simplement de faire le point sur ce que l'on fait pour avoir un point de départ et de continuer à progresser derrière pour toujours être dans une démarche d'amélioration continue. L'RSE, ça ne prend pas nécessairement beaucoup de temps ni beaucoup d'argent. Au début, ça prend le temps de tout mettre à plat sur la table et de trouver une organisation qui fonctionne. Mais une fois qu'on a passé cette étape de structuration, l'animation de la démarche RSE, la mise en place d'actions de progrès, ça se fait au fil de l'eau et au cours de vos projets, ça ne rajoute pas nécessairement du temps. Par contre, ça vous fera gagner du temps et ça vous fera gagner de l'argent pour toutes les raisons économiques et de performance et de motivation dont on a parlé avant. Aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup d'entreprises font de la RSE sans le savoir. C'est vrai parce que souvent, les dirigeants, ils ont à cœur que les collaborateurs se sentent bien. Et il n'a pas identifié ça comme étant la troisième question centrale de l'ISO 26000, mais n'empêche que ça fait quand même partie de la RSE et que ça mérite d'être valorisé. Donc, n'hésitez pas là encore à communiquer, à animer un blog, à partager sur les réseaux sociaux. Je vous en parle après. Et enfin, dernier conseil que je souhaitais vous partager, c'est que vous avez tout à y gagner à faire de la RSE et pas grand-chose à perdre. Au contraire, c'est vraiment une démarche positive qui vous apportera bien plus que ce qu'elle vous coûte. Donc là, Hervé va vous parler de bateau. Exactement. Pour terminer sur cette partie, si vous avez déjà fait du bateau, il y a quelque chose que vous devez savoir. C'est que quand vous avez un bateau et que vous voulez aller sur une très jolie île paradisiaque, si vous allez tout droit, il va se passer quelque chose. C'est pas possible. Vous allez devoir faire quoi? Choisir un autre cap. Pourquoi? Parce que il y a des dérives, il y a des courants, il y a du vent, etc. Et ce que vous allez travailler, c'est quoi?
c'est le chemin qui va vous amener avec ce vrai cap jusqu'à Lille. Et pourquoi il faut le faire? Parce que sinon, il y a de grandes chances que vous vous retrouviez dans les récifs. Alors c'est important d'avoir ça en tête parce que en quoi c'est en lien avec nos actions de RSE? C'est que on a aussi des courants et des vents. Et on va le voir dans la slide qui suit. C'est-à-dire que très souvent, on a un souhait, hop, on a des résultats et on va mettre en place des actions. Et bizarrement, quand on regarde les résultats obtenus, souvent on peut être soit déçu, soit c'est des résultats tout à fait différents, etc., etc. Et c'est dû à une raison très simple, et c'est une vision qu'il faut bien avoir en tête, et c'est mon petit cadeau de fin, c'est que très souvent, on pense que pour aller du souhait au résultat, il faut être raisonnable. Qu'il y a une suite d'actions et donc que ça donne certains résultats. Et c'est faux, ça marche jamais comme ça. Et vous avez vu, c'est très, Marion le disait à l'instant, c'est très humain. La RSE, ça transpire d'humanité. Et donc, ça transpire d'émotion. Vous êtes des êtres d'émotion. Vous réagissez par émotion. Deuxièmement, vous êtes, si on a la suite. Pardon. Vous avez plusieurs angles, c'est-à-dire des biais cognitifs, hein, c'est-à-dire des automatismes que vous avez qui vous permettent de diminuer l'énergie que vous utilisez à longueur de temps pour faire des trucs. Hein. Faut savoir que vous prenez tous les jours 34 000 décisions et il y en a 0,26% dont vous connaissez en tout cas le raisonnement qui vous a fait prendre cette décision. Donc, il y a un nombre d'angles, il y a un nombre de biais, des biais de confirmation, des biais de l'affect, etc., que vous aurez à prendre en compte. Et puis aussi vos marqueurs d'organisation. Les individus qui forment votre organisation, vos équipes, vont influencer fortement les résultats. Et vos partenaires également, si vous les entrez dans la danse. Donc vous voyez, il va falloir prendre en compte les émotions, les angles, les marqueurs, pour créer la dérive qui va vous permettre d'arriver au résultat que vous souhaitiez. Merci Hervé. Alors moi je vais terminer ma partie pour vous partager les astuces sur comment valoriser vos actions RSE. Donc c'est des choses simples dont on pourra parler plus tard et que je pourrais vous aider à mettre en place. Première étape, communiquer en interne. Voilà, la communication c'est pas un gros mot. Organiser des événements RSE. Tous les ans, il y a la Semaine européenne du développement durable, il y a la Semaine européenne de réduction des déchets, il y a les Journées mondiales de l'eau, de l'océan, des parties prenantes. Il y a beaucoup de bonnes raisons de mettre en valeur la RSE. C'est facile, profiter des événements qui existent. Pourquoi pas aussi mettre un système d'ambassadeurs RSE dans votre entreprise avec des personnes qui se saisissent des sujets et qui essayent de communiquer, de mettre en valeur, de faire vivre vos actions. Pourquoi pas aussi, je vous en ai déjà parlé, faire intervenir un animateur externe. Voilà, le jeudi midi de la RSE, jeudi midi, une visio pour faire le point sur les actions faites, les actions à venir, etc. Pareil, si vous avez un intranet, profitez-en pour mettre votre charte RSE, pour mettre des défis, pour mettre une boîte à idées. Ça peut être autant de petites actions comme ça qui fonctionnent et qui fait vivre votre démarche RSE pour la valoriser. Communiquer en externe aussi. Vous avez un site internet, sur la page d'accueil, partagez votre charte, partagez le logo d'un label si jamais vous avez un label RSE, partagez un petit mot du dirigeant qui dit à quel point c'est important pour lui de prendre en compte l'environnement, les relations de travail, etc. Peut-être, pourquoi pas aussi, ayez un onglet dédié à la RSE sur votre site internet, où vous partagez là aussi des informations, des focus sur ce que vous faites, les événements à venir. Profitez des réseaux sociaux aussi, ça c'est vraiment une astuce qui fonctionne. Partagez sur les réseaux sociaux vos actions RSE, ça viendra renforcer la confiance de vos parties prenantes, vos clients, vos consommateurs, les partenaires, etc. Et enfin, si jamais vous le souhaitez, vous pouvez aussi valoriser vos engagements grâce à des labels. Donc, c'est pas pour faire de la pub, mais c'est vrai que j'ai travaillé longtemps pour le label Lucie et je peux vous dire, j'ai plus rien à gagner pour eux, mais je peux vous dire en toute objectivité que c'est le label RSE de référence, puisque c'est un label de progrès, c'est un label qui va labelliser l'engagement que vous prenez à progresser et pas votre niveau de départ. Vous avez aussi des labels qui sont plus sectoriels, par exemple le label Envol, qui est spécialisé via la norme 14001 pour l'environnement.
label de l'investissement socialement responsable, du numérique responsable. Il y a presque autant de labels que de secteurs d'activité et que de niveaux d'impact que l'on souhaite mettre derrière. Donc ça peut être une astuce pour valoriser son engagement, mais c'est pas obligé, il y a d'autres choses à faire, comme je vous l'ai présenté à l'instant. Voilà, j'ai aussi du coup... ah bah ça y est, c'est terminé. Voilà, ça va nous laisser un petit peu de temps pour les questions-réponses. On en profite avec Hervé pour vous prévenir que si jamais on a réussi à vous convaincre que la RSE, ça pouvait agir comme un réel levier pour augmenter la performance de votre entreprise, on organise la suite de cet atelier les 7 juillet, enfin le 30 juin et le 7 juillet pour 2 heures. Des ateliers où on va construire avec vous votre démarche RSE adaptée à votre entreprise, votre niveau, vos objectifs. On verra comment structurer pas à pas votre démarche RSE pour la développer, comment structurer plus en détail les étapes dont on a parlé pour que vous puissiez valoriser votre engagement en interne, en externe auprès de toutes vos parties prenantes. Et on verra comment construire ensemble la méthode qu'on vient de vous présenter pour qu'elle soit adaptée à votre entreprise. Donc voilà, on vous a mis 2 dates pour que vous puissiez éventuellement vous positionner sur l'une ou l'autre. Et c'est une formation de 2 heures qui vous coûtera 127 € au TTC. Mais comme on vous l'a présenté, vous avez plus à gagner qu'à perdre à faire de la RSE. Hervé, peut-être un petit mot de la fin avant de passer aux questions. Oui, alors juste sur ce point, 2 heures qui sont coupées en quatre parties, hein, donc vous verrez, c'est assez bien rythmé. Il y aura des travaux en groupe, il y aura des travaux en petits groupes, et puis questions-réponses. Le but, c'est que en 2 heures, vous ayez les leviers pour commencer à aller plus vite, voilà, être plus performant et vous préparer pour la suite, voilà. Bon, en tout cas, on espère que ce webinaire aura répondu à la majorité de vos questions. Si ce n'est pas le cas, on est encore là quelques minutes pour répondre à vos questions. Donc, je vais arrêter le partage de mon écran pour pouvoir lire le chat, parce que j'imagine qu'il y a eu quelques interactions. Ah, mais Marion, on commence. Hop, c'est parti. Alors, je vais commencer par une question qui m'était posée sur la RSE est un bouclier selon vous. Alors oui, c'est un bouclier pour plusieurs raisons. Le premier point, c'est que forcément, si vous avez de l'information, vous rayonnez cette information, on l'a vu à l'instant, communication interne, communication externe, ça permet quand même de mettre l'entreprise dans une position sur l'échiquier relativement intéressant au niveau de ses clients, de ses partenaires, etc. Donc, ce premier point, ça a véritablement une importance sur cette question-là. Deuxièmement, ça permet quand même quand c'est bien géré, et Marion l'a tout à l'heure donné un exemple, ça permet de voir des actions qui sont borderline, qu'on avait précédemment et qui peuvent probablement poser des questions à un moment ou à un autre dans le développement de l'entreprise. Et donc, de faire ces actions-là, ça permet de les remarquer, parce que dans une entreprise, on fait une multitude d'actions, et plus elle est grosse, vous imaginez, plus c'est important. Et donc, ça permet également de soulever certains points d'actions qu'on gère depuis 10 ans, 15 ans, et qui sont devenus naturels, dont on ne sait même plus pourquoi on fait comme ça, pourquoi on passe par ce partenaire et pas par un autre, par exemple, ou comment on s'intègre à un territoire. Et donc, ça permet véritablement de remettre à plat et de se dire ça, il faut peut-être qu'on trouve une autre solution. Ça, c'est le second point. Et le troisième point, c'est un bouclier. Pourquoi ? Parce que si vous communiquez, là on est sur le risque informationnel, si vous communiquez sur le territoire sur lequel vous êtes, vous ancrez plus. Et donc, vous pouvez faire appel, lorsque vous voulez recruter de façon plus facilement à des prescripteurs, ou si vous voulez avoir des financements dans votre région, ça vous permet également de mettre en avant tout ce que vous faites pour le territoire. Donc, c'est aussi un bouclier pour le développement par la suite. Et c'est pour ça que j'utilisais ce terme-là. Autre question de Claire. Dans le secteur agro, est-ce qu'il y a des chantiers qu'il faudrait instruire? Et lesquels, selon toi, Marion? Alors, dans le secteur agroalimentaire, moi, je pense que le réel enjeu, il se situe sur l'environnement, puisque c'est un secteur sur lequel il y a beaucoup d'impact au niveau de l'eau, de la consommation des ressources et du rejet aussi lié à son activité. Donc,
effectivement, je vous ai présenté les 7 questions centrales. Elles n'ont pas toutes le même niveau d'importance. Enfin, elles sont toutes importantes, mais en fonction de son secteur d'activité, il y en a qui sont plus importantes que d'autres pour vous. Hein, un dentiste, il n'a pas les mêmes problématiques qu'une multinationale agroalimentaire, par exemple. Donc, effectivement, à mon sens, dans le secteur agro, on va beaucoup parler de l'impact sur l'environnement, peut-être les relations et les conditions de travail si jamais les salariés travaillent sur des lignes de production, des choses comme ça. Là, on a des réels sujets de pénibilité, de risques psychosociaux, de troubles musculo-squelettiques aussi, pour si jamais il y a des gestes répétitifs, etc. Donc, je dirais ces deux-là en priorité, l'environnement et les relations et les conditions de travail. La présentation, alors après, on ne va pas l'envoyer, par contre, on vous enverra le replay de cette vidéo, donc vous pourrez récupérer les informations qui vous seront utiles pour la suite. Voilà, et vous aurez un bonus, hein, mais ça on le garde, vous découvrirez un moment ou un autre. Alors, autre question, donc je suis dans une entreprise qui met en place beaucoup d'actions dans le sens de la RSE, bravo déjà, même si besoin de mieux structurer. Récemment, nous avons effectué une évaluation et la notation était très décevante, notamment sur le pilier environnement. Donc vous êtes certifié 14001, les conditions de travail, label de bien-être au travail. Comment cela s'explique? Justement, un manque de valorisation et de structuration. Alors, si vous voulez me préciser dans les commentaires quelle a été l'évaluation que vous avez faite, est-ce que c'est avec un organisme comme Bureau Veritas, Vigeo ou l'AFNOR, ou est-ce que c'est encore autre chose? Les évaluations, c'est pas facile, puisqu'en fait, souvent, ils prennent une grille et ils cochent. Si vous n'avez pas le document en face qui prouve votre engagement, et pour eux, c'est 0, et c'est pas parce que vous le faites de manière informelle que eux ils vont le compter. Alors attendez, non, c'est Ecovadis. Alors Ecovadis, écoutez, j'ai passé 2 ans aussi dans la société Ecovadis, donc je peux peut-être un petit peu vous en parler. C'est vrai ils vont vraiment dans le détail. Et si vous n'avez pas le document de preuve, Ecovadis, ça fonctionne comme ça. Il pose la question, vous répondez, et en face, il faut apporter le document de preuve qui va venir justifier la réponse à votre question. Si vous ne l'avez pas, ça compte pas. Et quand on est une TPE-PME, c'est pas facile d'avoir tout de formalisé tout le temps parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font naturellement. Il y a beaucoup de choses qui se font comme ça parce que c'est nos valeurs et c'est difficile d'avoir un document qui vient le formaliser avec des preuves parce que les analystes chez Ecovadis, ils regardent les preuves, ils regardent pas ce que vous dites, ils regardent les preuves documentaires. Donc après, vous verrez sur votre plateforme Ecovadis, vous avez ce qu'ils appellent des plans d'action correctifs qui vont vous permettre qui vous donnent des clés en fait sur les actions que vous pouvez mettre en place pour la prochaine fois, lors de votre prochaine évaluation, avoir une meilleure note. Donc c'est pas grave d'avoir une mauvaise note au début, au contraire c'est un point de départ. D'ailleurs c'est même pas une bonne ou mauvaise note, il faut savoir que chez Ecovadis la moyenne elle est à 47 sur 100, donc vous voyez c'est même pas au-dessus de la moyenne et c'est pas pour autant que c'est mauvais. Donc prenez cette première évaluation comme une base, comme un cadre qui va vous permettre de vous améliorer et n'hésitez pas à suivre leur plan d'action correctif, à mettre en place les actions qu'ils conseillent. Il y a beaucoup de tutos, etc. pour vous aider à construire les documents et ça peut vraiment vous aider à avoir une meilleure note pour celle d'après. Donc je vois la petite question sur le label, mon avis sur le label RSE engagé de l'AFNOR. Alors, dans la RSE, on peut faire différentes choses. Quand on part du niveau 0, on peut faire une charte, on peut faire une auto-évaluation, on peut faire une évaluation externe. L'évaluation externe, elle vient prendre une photo à l'instant T de ce que vous faites. C'est ce que fait le label engagé RSE de l'AFNOR. L'AFNOR, ils viennent chez vous, ils prennent leur grille et ils font une photo à l'instant T de votre démarche RSE. Ensuite, ils vous donnent un niveau, si je ne me trompe pas, c'est or, argent, etc. C'est bien, mais je pense qu'on peut faire mieux. Et ce qui est le mieux, c'est de dire ok, j'ai tel niveau, mais je m'engage à progresser. Et c'est ça ce que propose le label Lucie. Pour moi, c'est un vrai gage de qualité parce qu'ils ne viennent pas juste faire une photo à l'instant T de votre démarche RSE. Ils font ça, mais en plus, ils viennent dire voilà comment vous pouvez progresser et nous, on va vous labelliser parce que vous vous engagez à progresser. Et pour moi, c'est ça qui est important en RSE. Je m'en fiche de savoir si vous êtes débutant, si vous êtes déjà expert en RSE. Moi, je préfère
un moyen, un dernier de la classe qui progresse plutôt qu'un premier de la classe qui reste à son niveau ou même un moyen qui reste à son niveau. Donc le label engagé RSE de l'AFNOR, c'est bien, c'est toujours une manière de valoriser ce qu'on fait. Par contre, si vous avez un réel engagement qui est sincère, allez vers quelque chose de plus complet et de plus impactant pour vous. Si le label UCI est adapté pour le marché international, plutôt franco-français, oui, c'est vrai que c'est un label qui se développe beaucoup sur le francophone. Il y a aussi la Belgique, le Luxembourg, mais ils sont en développement sur l'international. Après, voilà, c'est vrai que le label UCI, c'est quand même quelque chose qui est reconnu en France et encore pour le moment à développer à l'étranger. Alors, est-ce qu'on a loupé d'autres questions ? J'en ai loupé une de Claire qui demande comment on voit l'évolution de la RSE d'un point de vue législatif. Cela deviendrait-il un élément certification qualité plus qu'une stratégie inclusive? C'est une bonne question. Je pense effectivement qu'il y a des... Je pense malheureusement que quand il n'y a pas de normes et d'obligations réglementaires qui viennent l'obliger, on ne se saisit pas assez rapidement des sujets. Donc je pense effectivement que la RSE va devenir de plus en plus fortement incitée via des réglementations à le faire. On le voit, hein, c'est déjà le cas pour les sociétés cotées, pour les sociétés de plus de 250 salariés avec des obligations de reporting extra-financier. Pareil pour les banques et assurances. Maintenant, on a la loi Pacte aussi qui vient encourager les entreprises à impact à communiquer sur ce qu'elles font, à valoriser ce qu'elles font. Donc, je pense vraiment que la RSE va évoluer d'un point de vue législatif, mais je ne pense pas qu'on doit attendre ça pour se saisir du sujet. Au contraire, prenez de l'avance et faites de cette avance un avantage compétitif pour vous, justement. Progrès et performance. C'est vrai qu'être le premier à le rester, c'est très bien aussi. Si vous êtes déjà très, très engagé, vous faites déjà beaucoup de choses, continuez à vous challenger, continuez à voir ce que vous pouvez faire de mieux et surtout essayer de garder votre niveau. On voit aussi chez Ecovadis des entreprises qui parfois baissent de notes. C'est pas grave, c'est aussi l'occasion de pivoter et de se ressaisir des sujets sur lesquels on a été un petit peu moins bon. C'est pas toujours simple hein, de faire de la RSE une priorité, donc essayez de progresser, essayez de faire de votre mieux. Faites-vous accompagner si vous avez des difficultés. Il y a votre métier, c'est pas de faire de la RSE où vous avez un métier à côté, une entreprise à faire tourner. Si vous avez les ressources en interne pour faire de la RSE, tant mieux. Si c'est pas le cas, faites-en quand même et demandez de l'aide. Demandez de l'aide à des entreprises qui sont déjà plus engagées, demandez de l'aide à Hervé ou à moi qui pouvons aussi intervenir dans vos entreprises. Et voilà, c'est des choses à faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que vous avez des remarques sur ce qu'il manque dans cette présentation pour vous aider? Ah oui, excusez-moi, j'avais loupé la question sur l'analyse de matérialité. Donc en fait, c'est plutôt une matrice de matérialité. C'est vrai que ça peut vous sembler fastidieux, pourtant c'est vrai, c'est important pour permettre de hiérarchiser et de voir ce sur quoi vous êtes bon, ce sur quoi vous êtes moins bon, ce sur quoi il est important de travailler, etc. Le mieux est l'ennemi du bien, donc si mon conseil ce serait peut-être de le faire au plus simple, et tant pis si c'est pas parfait, donnez-vous 1 heure pour la faire, et moi je dis souvent qu'un fait vaut mieux qu'un parfait, et on pourra toujours plus la développer et plus la compléter, cette matrice de matérialité, mais prenez une base et révisez-la peut-être le mois d'après quand vous aurez pris du recul et pris de la hauteur sur tout ça, ce sera peut-être plus facile. Est-ce qu'on peut me contacter? Oui, bien sûr, n'hésitez pas à me contacter. Je vous encourage tous à nous ajouter sur vos réseaux LinkedIn, Hervé Dissot et moi-même Marion Martinez. Voilà, on sera, j'imagine, Hervé et moi, toujours d'accord pour vous aider, vous accompagner, vous conseiller dans la limite de ce que l'on sait et de ce que l'on peut. Donc n'hésitez pas à nous ajouter sur LinkedIn. En tout cas, moi, c'est le réseau social que j'utilise au quotidien. Peut-être qu'Hervé préfère les emails, je ne sais pas. Non, tout de suite. Dans LinkedIn, c'est très bien. Pouf, d'un seul coup, je vieillis. Non, pas du tout, pas du tout. Non, c'est très bien, c'est très très bien. Voilà. Voilà, il est 38. 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 38
il va falloir qu'on conclue. On voulait vous remercier du temps que vous nous aviez consacré. On va vous envoyer un mail parce que lundi, donc, vous aurez accès à la vidéo pour 72 heures. Ça vous permettra de revoir. Et puis, on vous prépare quelque chose à côté. Et puis, également, n'hésitez pas, si vous pensez que ça serait intéressant pour vous, les ateliers leviers. Vous avez vu, on a deux personnalités assez dynamiques. Le but, c'est vraiment de booster la chose et de vous permettre d'avoir un gap et de pouvoir avancer, d'être plus performant et de rester soit les premiers, soit d'évoluer de façon importante. Donc merci à tous. Merci de vos questions. Et Marion, merci à toi. Merci tout le monde d'avoir participé. J'espère qu'on vous a aidé et merci Hervé de m'avoir accompagné sur ce sujet avec tes connaissances et ton secteur à toi. Voilà. Bon, écoutez, à bientôt tout le monde. Bon appétit. Et j'espère qu'on a planté la petite graine de l'RSE qui va germer dans votre tête et grandir. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir.